Bonjour à tous les deux. Marc, tu es délégué syndical à Solidaire Informatique. C'est ça. Et Vincent, idem, au STJV, au syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. Exactement. Merci. N'hésitez pas à parler bien dans le micro, sinon on va Merde. pas vous Oui. entendre. Vous allez peut-être avoir un peu mal au dos à la fin du stream, mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Donc on vous accueille aujourd'hui pour parler de la grève à Ubisoft qui a commencé mardi, donc mardi, mercredi, jeudi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette grève? D'abord, c'était une des revendications principales, c'était le télétravail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Donc, en gros, la direction vous a envoyé un mail en disant, eh ben, à partir de maintenant, c'est 3 jours en présentiel et puis basta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 3 jours en présentiel à Ubisoft, c'est pas entendable, c'est pas possible? Ouais, tu veux. Allez-y. Engage. C'est parti. Vas-y. Ouais, alors, Oh, excuse-moi, je vais juste récupérer la souris pour pouvoir. Hop là. parfait. Nickel. En gros, effectivement, il y a eu la question du télétravail qui est un peu le déclencheur, mais qui fait suite à de nombreuses difficultés. Mm. Pour ce qui est du télétravail, il faut bien comprendre que euh, un certain nombre de gens dans l'entreprise ne sont pas du tout en mesure de pouvoir revenir. Il y a des gens en fait qui ont simplement changé de conditions d'existence. Il y a des gens qui ont déménagé à l'autre bout de la France, qui ont un crédit, qui ont une famille, avec des membres de leur famille qui ont eux aussi un emploi et qui ne peuvent pas déménager comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens, enfin bref, il y a tout un tas de configurations dans lesquelles un nombre significatif de gens ne peuvent pas revenir. Autrement dit, cette annonce, elle revient à dire qu'un certain nombre de gens vont être privés de leur emploi d'une manière ou d'une autre. Ça, pour nous, c'est inacceptable du point de vue de la protection de nos collègues. Et en plus, il y a aussi le fait que tous ces postes ne seront plus pourvus après. Donc même pour les gens qui restent, ça va être un boxon généralisé. On ne comprend pas bien comment les prods vont pouvoir continuer. Et étant donné la situation dans laquelle se trouve Ubisoft, on pense avoir des raisons tout à fait sérieuses d'être inquiet. D'accord. Je lisais, parce que donc il y a Franck Cartelet qui est venu. Ouais. Il y a Franck Cartelet qui est venu mardi, je crois, vous rencontrer, discuter avec vous et faire un reportage pour l'Humanité. Il me semble aussi que vous avez discuté avec Pierrick Marissal, qui a fait un long papier pour l'Humanité, dans un des journaux de cette semaine, je ne sais plus. Et je lisais que vous avez reçu cette annonce par mail sans jamais vraiment avoir été prévenu. Est-ce que vous un peu nous raconter comment ça s'est passé, la réception de cette annonce, Marc? Ouais. Bah, en gros, donc, ouais, ils envoient, mi-septembre, ils envoient un mail, et puis c'est vraiment genre, bon, voilà, ça va être 3 jours de présentiel pour tout le monde, c'est obligatoire, ça s'applique à tout le monde, donc 19 000 employés hein, dans le groupe, même régime pour tout le monde. Alors c'est assez rigolo, hein, quand même. Bon, enfin, on y reviendra, mais on n'est pas tous on n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là, quoi. Et ouais, donc typiquement, c'est le type de mail que tu reçois quand tu es dans l'open space, tu vois les collègues qui se lèvent et ils gueulent un peu. Nous, en fait, enfin, moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir direct en me disant, bon, quand est-ce qu'on fait grève? Alors, c'est le moment où techniquement, t'es là, tu fais, bon, moi, je suis syndicaliste, je sais, du coup, la voie, elle est assez vite tracée, quoi. Et j'ai oublié ta question. Comment s'était passé la réception de ce mail? Mais Bon, tu me l'as un peu dit, quoi, voilà. Ouais. Oui, non, c'est voilà. Et tu disais, ça concerne donc 19 000 employés, c'est en France ou dans le monde, ça? Ça, c'est dans le monde, ouais. Ok. Il y a 4 000 employés en France, et après, ouais, t'as des spécificités locales, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, effectivement, tu peux te dire qu'au Canada, ça va être appliqué un peu à la dure. Il y a sûrement d'autres pays en Asie où ça va être appliqué vachement plus à la dure. Nous, on a l'anecdote parce qu'ils ont fait des annonces en interne avant dans les grands chefs de studio et tout. Donc, tu as la rumeur de, mais en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe on a des studios en Ukraine et ils sont obligés aussi, grand silence, les types, ils savent pas parce que un des trucs, c'est, en fait, Vincent l'a dit, c'est, il n'y a pas de justification, quoi. Leur mail, il dit, bon, ben, quand même, le présentiel, c'est convivial, quoi. Et t'es là, tu fais, bah, écoutez, on est dans un syndicat de l'informatique, je crois que on travaille dans l'open space, on le saurait si c'était c'était convivial, l'open space. Ça fait 60 ans qu'on dit que c'est nul. Et voilà. Tu sais que 4000 personnes, 4000 salariés d'Ubisoft en France. Donc il y a Paris, Montpellier, Villeurbanne, j'en oublie. C'est Annecy. Bordeaux, Annecy. Bordeaux, Annecy. Ouais. Il me semble qu'à Paris, c'est Just Dance, surtout le gros jeu phare du studio parisien, c'est ça, d'Ubisoft? Ou je me trompe? Alors, historiquement, je dirais que c'est plutôt Ghost Recon, mais Ouais. après, Just Dance, Ça ça en a fait beaucoup partie. marqué. Ouais. Enfin, c'est les deux grosses marques, je dirais. Le Lapin Crétin aussi, comment s'appelle cette licence? Mario et le Lapin Crétin, c'est aussi en France Ouais, qu'on ouais, fait ça? bah, il a été fait à deux studios en collaboration entre Paris et Milan.
Ça me permet Mais aussi oui, d'envoyer je posais la question. envoyer de la force. Alors, pour ceux qui parlent français à Milan et qui seraient en train d'écouter, puisque nos collègues de Milan ont fait grève à nos côtés, ce qui fait que c'est la première grève internationale du jeu vidéo. Donc ça fait plaisir. Waouh, bravo. Une pluie d'applaudissements dans le chat. C'est vrai que c'est assez fort comme symbole. Tu parlais du Canada. Effectivement, il y a un studio à Montréal, c'est bien ça. Toi, Marc, tu penses que à Montréal, ça va être imposé un peu à la dure, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'on peut imaginer une grève au studio d'Ubisoft à Montréal? Alors, moi, je peux pas trop parler pour ce qui Non, se bien passe sûr. là. Enfin, puis, je crois que c'est vraiment très compliqué Ouais. de syndiquer là-bas. Mais ouais, enfin, comme le dit Vincent, en fait, le truc, c'est un tel retour en arrière qu'il y a des gens qui vont se barrer parce qu'en fait, ils peuvent juste pas. Et ça, on sait que, enfin, nous, ce qu'on constate en France, ça s'applique partout dans le monde. En fait, genre vivre à Montréal, enfin, sauf si tu as un salaire de directeur, c'est quand même assez compliqué, quoi. Et, et voilà, donc enfin, on sait qu'il va y avoir aussi des départs là-bas. Mm. Et l'actualité quand même du jeu qui est développé là-bas, c'est Assassin's Creed Shadow. Donc c'est un jeu qui a été annoncé en retard, donc retardé jusqu'en février. Et tu fais, ok, mais en fait, s'il y a des gens qui se barrent, en fait, ils sortent pas non plus en février, en fait. Parce que les gens qui partent, souvent, c'est quand même des gros profils, quoi. On appelle ça des talents. Hein, c'est ça, c'est des talents. T'es recruté, t'es un talent, et puis à la fin, Ouais. Pour ajouter à ce que dit Marc, quand on parle d'anciens dans le jeu vidéo et de gens très expérimentés, étant donné l'âge de notre industrie, on parle de gens qui ont connu les débuts du jeu vidéo. Ouais. On a des collègues, avant de bosser dans le jeu vidéo, ils ont bossé sur des trucs de Minitel. Il y a des gens qui ont été embauchés chez Ubisoft alors que c'était une entreprise de 100 employés et qui sont toujours là aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont des dizaines d'années d'expérience dans les godasses. Et ces gens-là, on ne les écoute pas sur les productions. Enfin, même pour parler de nous, enfin, je crois qu'on a à peu près 40 ans tous les deux. Enfin, on a 20 ans d'expérience, des game designers avec 20 ans d'expérience. On est 10 en France, un truc comme ça, tu vois. Donc, bon. Je vois un message dans le chat, mais quelle est la logique pour Ubisoft alors que le télétravail coûte moins ère et que le travail en présentiel, notamment la location des locaux, électricité, etc. Donc tu disais, on n'a pas vraiment de justification. Est-ce que ça cacherait une façon de pousser un peu les gens dehors? C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. En fait, vous savez que si ce télétravail, ce présentiel pendant 3 jours est imposé, il y a des gens qui vont pas pouvoir continuer à bosser. Donc est-ce que pour Ubisoft, c'est une manière de pousser un peu les gens dehors? Les deux explications que je vois, c'est soit effectivement que l'objectif, c'est de réduire la masse salariale, ce qui est complètement absurde parce que justement, ils vont perdre ces fameux gens qui rattrapent toutes leurs bêtises en permanence dans ces prods qui sont mal organisés. Soit c'est juste une décision qui a été prise sur un jet de dés et où on n'a absolument pas pensé à la conséquence parce que c'est le caprice de quelqu'un de très haut placé. Le pire, c'est que cette deuxième possibilité m'étonnerait même pas tant que ça. Toi, t'en penses quoi? Moi, je rebondis complètement là-dessus. Moi, je pense que c'est surtout la deuxième possibilité. Effectivement, ils ont dû se dire, bon, ça dégagera un peu, ça fera du bien aux finances. Ok. Mais en fait, nous, on est censé déménager au siège, voilà, à Saint-Mandé. Bon, en fait, si on revient tous en présentiel, on rentre pas, quoi. Mais c'est pas genre, il y a 15 pélos qui rentrent pas, en fait. Il y a 400 personnes qui rentrent pas. Enfin, les locaux sont pas proportionnés pour accueillir tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et je crois pas trop m'avancer en disant qu'à Montréal, c'est la même. Et en fait, du coup, il y a un truc vraiment absurde où t'as pas de justification et tu dis, ouais, mais en fait, si vous voulez appliquer vraiment votre truc, c'est vraiment débile. Et est-ce qu'ils sont vraiment débiles? En tout cas, c'est compliqué dans les dernières années, c'est compliqué de dire, bon, au vu des décisions intelligentes qu'ils ont prises, est-ce que, enfin, voilà. Quelqu'un dans le chat dit, c'est pas pour suivre bêtement la tendance des GAFAM, Amazon l'a fait, donc on le fait. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu jouer, ça, cette tendance Moi, j'y crois pas trop parce que Amazon, ils ont fait revenir le truc, mais c'était genre la veille. Et du coup, Ubisoft n'est pas connu pour être ultra réactif non plus, quoi. Je lisais dans le papier de Pierrick Marissal, donc qui allait vous rencontrer, ou qui vous a appelé, je sais pas, il me semble que c'est une cadre qui disait que c'était aussi des fois le télétravail un moyen de fuir un management qui pouvait être toxique, une ambiance de travail qui pouvait être toxique. Est-ce que c'est vraiment le cas à Ubisoft? Alors je sais pas ce que vous voulez dire ou pas, vous ne mettez pas non plus en porte-à-faux, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer ce management? Oui, bien sûr, en fait, tu peux avoir plein de situations et qui sont pas forcément spécifiques aux jeux vidéo, hein, mais tout le monde peut connaître ce genre de situation insupportable au travail où tu dois subir des supérieurs qui sont invivables, ou potentiellement, quand tu tentes de le signaler, on t'écoute pas, et où tu es un peu enfermé dans la boîte.
Et en fait, bah oui, le télétravail, potentiellement, ça peut être un truc où au moins t'as pas Jojo sur ton dos en train de te rendre zinzin, quoi. Enfin, j'aime pas beaucoup de trucs avec 2 syllabes. Ouais, non, et là-dessus, je peux rebondir. Enfin, il y a aussi le truc de, t'as toute une part du harcèlement qui est très difficile à expliquer, tu vois. Enfin, le harcèlement moral, t'as des fois, t'as le salarié va te dire, ouais, bah, en fait, là, ce jour-là, il m'a regardé et j'étais effondré, quoi. Et ça, tu vois, tu peux l'écrire, mais ça a pas de, c'est hyper compliqué. Là où, quand tu commences à avoir ton type en ligne, bah, en fait, ça laisse des traces, quoi. Tu vois, ça laisse des messages sur l'outil de communication, des mails, des trucs. Enfin, du coup, bon, à la fois, je dirais que c'est un peu plus compliqué, sans que ça soit impossible, hein, harceler des gens en ligne, hein, ça se fait. Mais ça laisse beaucoup de traces, quoi. Voilà. Parce que Ubisoft a quand même aussi un passé particulier. En 2020, il y a eu tout le scandale autour du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. Est-ce que c'est aussi des choses qui pèsent? Est-ce que ça crée aussi une ambiance favorable à pas avoir envie d'aller bosser? Ou est-ce que c'est derrière vous, derrière la direction La question. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de question piège. Peut-être que c'était celle-ci finalement. Ouais, je sais pas si tu veux comment. Ouais, c'était. Vas-y, refais ta question. Je disais, Ubisoft a quand même un passif un peu particulier sur le harcèlement, le management, etc. En 2020, il y a eu toute la polémique autour des agressions sexuelles. Il y a eu des dirigeants qui ont été virés, je crois. J'ai plus tous les détails en tête, mais ça a fait beaucoup de bruit. Donc, effectivement, ouais, je peux rebondir là-dessus. Ouais, effectivement, donc en 2020, il y a gros scandale. Ils dégagent pas mal de gens, ils essayent de mettre pas mal de trucs en place, etc. Aujourd'hui, enfin, en fait, je dirais en 2020-2022, il y a je dirais une volonté, tu vois, de la direction de se dire bon, ok, on a un problème sur ce sujet et on va mettre des fonds. Alors, je sais pas s'ils réalisent qu'ils ont, que le problème c'est les harceleurs et que voilà, mais en tout cas, ils se disent c'est un sujet et même c'est un truc que tu peux discuter avec des collègues autour de la machine à café et voilà. Et progressivement, ça a un peu disparu. Enfin, nous, on constate que globalement, l'investissement de l'entreprise sur le sujet a vachement diminué. Voilà. Ouais. Donc ça peut aussi contribuer au fait que l'ambiance, enfin voilà, les gens ont besoin de ce télétravail, quoi, pour échapper aux potentielles problématiques. Moi, je le vois plus comme, en fait, en 2016-2017, il y avait une tentative d'OPA par Bolloré. Ce chic-tic qu'on connaît bien maintenant. Voilà, proto-fasciste. Et bon, ça n'avait pas marché. Et en fait, tu avais un gros soutien des salariés, quoi. Des mecs, ils portaient des t-shirts I Believe et tout. Enfin, genre, je supporte mon patron, quoi. C'est ouf. Et en fait, pour moi, clairement, en fait, tu as un avant et un après 2020 à ce moment-là, parce que, en fait, tu fais ah ouais, mais en fait, vous avez couvert des hauts cadres, en fait, vous êtes une bande de salauds, quoi. Et tu as clairement, à mon sens, une perte de confiance à la direction en l'espace de quelques mois, tu vois, de dire ah ouais, non. En fait, c'est pas des gens bien. Alors, oui, nous on est convaincus, c'est pas des gens bien. Mais voilà. Peut-être on va revenir sur ces 3 jours de grève. Donc je le disais, vous étiez en grève mardi, mercredi et jeudi. En fait, ça correspondait aux 3 jours de présentiel imposés. Est-ce que peut-être vous pouvez nous raconter un peu comment c'est passé? Est-ce que la grève a été suivie? Est-ce qu'il y a eu des négociations, des discussions? Est-ce que vous avez obtenu des choses? Racontez-nous un petit peu tout ça. Peut-être Vincent d'abord. Déjà, en fait, ça a été une sacrée logistique. Parce que on parle alors c'est la seconde fois qu'il y a un mouvement chez Ubisoft à une échelle nationale. La première fois c'était le 14 février, la fête de la Passion, normal. Et en gros, là cette fois-ci, même si on avait déjà fait nos premières armes là-dessus, ça reste un sacré effort de coordination entre tout le monde. Et puis entre les organisations aussi, ça a été important qu'on arrive à se retrouver. On rappelle, c'est une intersyndicale qui porte la grève. Donc alors à Paris, on est en intersyndicale et après c'est en fonction des studios où il y a une représentativité d'organisations qui est diverse. Donc on se retrouve avec un appel national et puis des appels ensuite dans chaque studio avec selon les organisations qui sont présentes. Et en effet, il y a ce côté-là où il faut arriver à se mettre d'accord, il faut arriver à partir tous ensemble, c'est du travail, tout simplement. Et ça, c'est le premier truc sur l'aspect purement organisation. Ensuite, comme disait Marc tout à l'heure, il y a le moment où il y a la direction qui met le feu aux poudres avec cette annonce. De toute façon, les gens veulent y aller, on y va. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, la direction, on va dire, fait ce qu'il faut pour montrer patte blanche, c'est-à-dire organiser une réunion pour dire voilà, on a négocié. Une réunion durant laquelle il n'y a eu à peu près aucune proposition concrète pour nous dissuader
de continuer le conflit. Voilà. Ouais. Donc pour le moment, rien de bien folichon du côté retour de la direction. Et puis, bah, écoute, on verra la suite aussi. Ouais, globalement, normalement, ce qui se passe, tu lances un appel à la grève, donc la direction revient et te dit, bon, on va faire une réunion, et puis il lâche des miettes, et puis du coup, enfin, voilà, ça te fout un peu dans la merde de dire, ah, est-ce que je. Enfin, voilà, normalement, le dialogue social, c'est ça. Hein, Ouais. toi, d'un côté, tu construis un truc, de l'autre côté, ils construisent un truc, et tu dis, ah, bon, voilà. Et là, en fait, ils arrivent et non seulement ils proposent rien, mais en gros, leur seule question, c'est, ah, mais comment le dialogue social, pourquoi il est aussi dégradé? Et tu fais, ben, il est dégradé à cause de ce genre de réunion, en fait. Parce que vous nous prenez pour des cons. Voilà. Et est-ce que ces 3 jours de grève, ça a aussi contribué, genre d'abord à visibiliser le mouvement? J'ai vu pas mal de gens découvrir ou redécouvrir les mouvements sociaux à Ubisoft, que c'était le jeu vidéo, métier passion, tout ça quand même. En fait, il y a quand même des problématiques salariales, sociales qui se posent. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être une cohésion? Est-ce que les gens se sont retrouvés? Est-ce que c'est aussi des fois à ces occasions-là, pendant les grèves, les piquets de grève, que les gens discutent, travaillent ensemble pour construire des mouvements sociaux? Est-ce que ça a été cette occasion-là, ces 3 jours? Ouais, de fou. En gros, le principe, donc déjà, c'est qu'il y avait. On a senti une des raisons aussi pour les 3 jours, au-delà du côté 3 jours pour 3 jours. Oui, bien sûr. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Mais il y a le côté aussi. Des gens nous ont dit il faut faire un truc plus long. Moi, je veux faire la grève plusieurs jours. La dernière fois, on a fait un jour, je veux plus que la dernière fois. Notre boulot, c'est pas de retenir. Donc, ok, c'est bon, on y va, quoi. Et du coup, effectivement, déjà, d'une part, il y avait un certain nombre de nos collègues qui étaient déterminés à faire plus gros. Et ensuite, par rapport au côté sentiment commun, en fait, sur le piquet de grève, pas mal de collègues le disaient. Il y a un truc où à la fois, ils sont tristes de la situation dans laquelle on se trouve, et en même temps, à se retrouver ici, tous ensemble, ça les motive, ça leur redonne de l'espoir. Ils se sentent ensemble avec les autres, et puis ça les amène à avoir l'impression qu'ils reprennent leur destin en main. Enfin, qu'ils sont à nouveau, ils sont plus passifs, ils sont acteurs de leur destin, et ils sont pas juste à attendre la prochaine décision absurde de la direction. Voilà. Ouais, puis en vrai, enfin ça va, hein, faire la grève, t'es là, tu débrailles un moment, t'as le mec, on te pose des réunions, tu vois, ouais, de toute façon, je serai pas là. Enfin, c'est bien aussi, quoi. Je relis un peu mes notes. Il y a donc Pierrick Marissal qui vous a interrogé, a aussi fait une interview avec, genre, je ne sais plus son nom, je crois que je l'ai noté, avec une représentante de l'UJIC CGT, donc le syndicat des cadres techniciens, ingénieurs, je ne sais plus exactement UJIK. Alors attendez, j'avais noté une citation. Lucie, vite. Lucie, ouais. C'est Pas facile comme nom. Où est-ce que je l'ai mis? Là, voilà. Donc elle disait, donc Emmanuel Lavignac, les employeurs ont envie de mieux réguler le télétravail, de reprendre le contrôle. Quant à l'argument souvent prétexté de la baisse de productivité, rien ne nous permet de le mesurer. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette citation? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Alors non seulement rien ne permet de la mesurer, et des aveux même de la direction, c'est pas l'argument qui est avancé. Donc problème réglé. Ouais, puis, alors, nous c'est pareil. En fait, du coup, moi quand ils ont dit ça, j'ai fait un peu de mes devoirs. Je suis allé voir du coup Solide Informatique. Enfin, on syndique aussi les ergonomes du travail, ce genre de choses. Mais il y a des études et puis ils te disent ouais, pas ouf. Hein. Et puis après moi, voilà, la productivité. Enfin, genre moi je suis concepteur. Enfin, mon job c'est de choper des idées. S'il faut choper 300 idées par jour, je peux faire pondre 300 idées de merde. Hein. C'est pas trop un problème. Peut-être qu'on peut revenir. C'est vrai que je vous ai pas posé la question. C'est quoi, votre job à Ubisoft? Alors, tu disais, t'es concepteur, Marc? Ouais, moi je suis game designer. Enfin, je suis senior game designer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, senior, ça veut dire que t'as de l'expérience, quoi. T'es pas un junior, t'es pas quelqu'un qui débarque. Mais voilà, mais voilà, moi quand j'ai commencé, on passait senior au bout de 2 ans d'expérience, donc c'est pas non plus. Et donc, c'est quoi le game design? Peut-être que les gens sur Twitch qui connaissent pas trop, ça m'étonnerait, mais quand même. En gros, c'est game design, game designer, c'est la personne qui fait les mécaniques de jeu. Enfin, voilà, c'est un peu les règles du jeu. Voilà, l'équivalent dans le cinéma, ce serait un truc entre le réalisateur ou le metteur en scène, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et toi, Vincent? Alors moi, je fais aussi de la conception. En fait, je viens à l'origine du même métier que Marc, et là, je fais un truc plus spécialisé qui s'appelle le quest design, qui est une sous-spécialité du level design. Le game design, ça consiste à inventer une mécanique de jeu, et le level design, ça consiste à agencer ces mécaniques de jeu dans un certain rythme et dans un certain ordre dans un niveau. Et le quest design, c'est lorsque tu commences à avoir d'une part les gens qui vont faire l'agencement géographique du niveau, et par ailleurs les gens qui vont mettre les conditions
de progression au cours du niveau. Donc les Bref. quêtes, Quest Design, c'est les Voilà, quêtes. c'est ça. Les quêtes. C'est ça, tout à fait. Et donc ça reste un métier de la conception et des mécaniques de jeu. J'ai envie de dire que si le boulot de Marc c'est d'inventer le solfège, le mien est d'écrire la partition. Voilà. S'il vous plaît. Eliane. Oui, pardon, Marc est un tout petit peu bas, donc je le Ouais. remonte. C'est bon. Et n'hésite Pas de pas à problème. parler dans le micro. Merci beaucoup, Eliane. Merci à vous. Très bien. Je lisais une autre citation que j'avais vue. Les salariés en télétravail se sentent plus concentrés, plus efficaces, moins fatigués, ils gagnent du temps et de la qualité de vie. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il faut rester en télétravail? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que, parce que le télétravail peut aussi contribuer au manque de déconnexion, là, en fait, d'être toujours accroché à son téléphone, à Internet, à ses mails. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le télétravail, c'est une manière de mieux travailler? Alors, moi, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Enfin, c'est plutôt un choix du salarié. Enfin, dans un monde idéal, c'est le salarié se dit bon, ok, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Voilà. Après, clairement, pendant la période Covid, on sait qu'il y a une chier de cadres qu'on pétait un câble parce qu'ils visiblement ils connaissent pas trop le droit à la déconnexion. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est là pour leur enseigner. Et après, comme je disais, il n'y a pas d'études qui prouvent formellement qu'on est plus ou moins productif. Ce qui est sûr, c'est l'open space aujourd'hui. En fait, nous, dans ces conditions hybrides, etc., en fait, quasiment tous nos collègues sont en fait sur Teams, avec le casque en train de discuter en réunion avec des gens potentiellement à l'autre bout du monde, dans d'autres studios, etc. Donc il y a un peu un gros effet call center que moi, perso, je suis en télétravail complet. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout ça chez moi. Moi, on entend quelqu'un qui passe la tondeuse dehors, et c'est à peu près tout, quoi. C'est vrai que tu parlais du droit à la déconnexion et surtout de la période Covid. C'est vrai que c'est à ce moment-là où le télétravail s'est vachement généralisé. Mais on a l'impression que dans le droit du travail, il n'y a jamais eu vraiment d'avancée ou d'adaptation. En fait, le code du travail est toujours un peu inapte à organiser le télétravail. Est-ce que c'est pas aussi ça dont on manque aujourd'hui pour à la fois permettre aux gens qui souhaitent télétravailler de le faire et à la fois à empêcher les cadres et les patrons de profiter du télétravail pour toujours appeler les gens, envoyer des mails et tout. Est-ce que c'est pas ça dont on manque, Vincent? D'un code du travail qui fasse son taf, ouais, ça serait bien. Ouais, Globalement, oui, dire que les trucs qui devraient pas avoir lieu et qui sont reconnus unanimement par absolument tout le monde ne devraient pas avoir lieu, oui, effectivement, ça serait pas mal. Globalement, ouais, c'est vrai que moi, tu te retrouves à avoir juste des réflexes individuels du genre, j'installe aucun outil du taf sur mon téléphone. J'ai plein de collègues qui le font et t'es obligé de les rappeler à l'ordre quand ils répondent à un message alors qu'ils sont en congé, tu vois. Genre, mais non, t'es en congé là. Je te laissais un message pour quand tu vas revenir, mais c'est bon. Et en fait, ouais, c'est terrible en fait parce que ça a créé un degré d'aliénation qui est rendu possible par cette connexion permanente. Et bon, oui, il faut réglementer ces choses-là en fait. Faut pas juste considérer que on laisse les choses se faire et qu'on espère que tout s'organise bien, quoi. Ouais, et moi je peux rebondir sur l'aspect un peu bureaucratique syndical, mais le télétravail ça a été discuté au niveau national entre les OS et de l'autre côté les organisations patronales. Bon, globalement l'accord qui en sort, il est bon, il y en aurait pas, ce serait pareil, hein. C'est rempli de belles déclarations d'intention, etc. Bon, et puis il y a rien de contraignant, donc concrètement tout ce qui est lié au code du travail, etc. S'il n'y a pas de contraintes, ça revient à dire faut faire ça, sinon. Voilà. C'est faire confiance au patron finalement, ce qui est jamais une bonne idée, je crois. Ouais. C'est ça. En fait, je voulais qu'on montre au chat le reportage qu'a tourné Franck, mais j'ai oublié de la préparer. Donc on va aller la regarder tout de Elle est suite. sur YouTube. Hein. Bah oui, elle est sur YouTube, Il est donc pas loin. je vais pas mettre beaucoup de temps. Donc dans ce reportage, on va vous voir tous les deux, mais on va pas voir que vous. Ah oui. Donc je me disais que c'était aussi bien de voir les autres. Ça serait dommage si on avait été que deux. Hein. Évidemment. En même temps, 2 c'est le nombre suffisant pour faire grève. Hein, C'est vrai. C'est vrai. Alors, elle est où? Elle est là. Ubisoft déçoit ses joueurs, Ubisoft déçoit ses employés. La question est de savoir qui n'a pas encore été déçu par Ubisoft. La grève et son sens dans l'histoire. C'est le moment où les travailleurs et les travailleuses enfin se saisissent de leurs conditions d'existence. Le moment où on cesse d'être considérés comme des enfants pour devenir enfin des adultes, responsables de notre propre destin. Ça a commencé en fait en mi-septembre, la direction a envoyé un mail pour dire tous les salariés du groupe, tous, quel que soit le pays, vont revenir 3 jours en présentiel et on va le forcer, ça sera obligatoire.
Et en fait, moi tout de suite, j'ai des collègues qui sont venus me demander, mais bon, ok, quand est-ce qu'on fait grève? Aujourd'hui, en fait, on a plus de 90% des salariés qui ont recours au télétravail d'une modalité ou d'une autre. Et en fait, ce retour au télétravail, c'est un retour sur une forme d'acquis social. Alors certes, on ne s'est pas battu pour ça, l'épidémie l'a fait pour nous, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui profite aux salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, nous, des collègues qui ont déménagé à l'autre bout de la France, qui habitent à Montpellier, dans les Ardennes, enfin, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, ce retour-là, ça va les forcer à prendre le train tous les jours. Il n'y a aucune raison pour ça, en fait. Faut savoir que la direction, quand elle nous annonce le retour au télétravail, elle ne fournit aucun argument. Gros jeu de sourcils. L'inflation est toujours présente, nos salaires n'ont pas augmenté entre-temps. Et justement, la question du télétravail est intimement liée à tout ça. Ça a été ressenti. Même c'est bien de très réacter ses au-delà propres des gens qui sont passages. adhérents à des organisations syndicales, comme un manque de respect, une décision cruelle, injuste, et en plus qui va mettre la production dans un état de chaos absolument total, puisque on s'attend à ce qu'un nombre assez important de nos collègues n'aient pas d'autre choix que de renoncer à leur emploi. Le jeu vidéo, c'est un métier collectif. S'il manque un des maillons de la chaîne, tout s'effondre. La direction J'ai une petite chose. Est-ce que vous avez des soutiens politiques? Donc là, on a vu Alexis Corbière. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ouais, il y a Fabien Gay qui nous a reçus le matin juste avant le piquet. Donc Fabien Gay, je rappelle, sénateur communiste et aussi Directeur de la publication L'Humanité. Ouais. Donc on le connaît bien aussi ici. Effectivement. Alors, est-ce que c'est un bon patron, du coup? Oui, c'est vrai. Ça. Non, t'es pas obligé. Très très bon patron. J'ai vu qu'il y avait des affiches pour les élections professionnelles. Hein. Oui, pour le CSE, c'est vrai. Elles ont bientôt lieu. Je crois que c'est en décembre. C'est le 5 décembre. Voilà, c'est ça. Donc non, nous aussi, il se passe des choses syndicales ici. Donc oui, pardon. Tu disais. Je sais plus. Je disais, est-ce que vous avez eu des soutiens ou des encouragements de certains politiques? Donc on a vu Alexis Corbière, tu parlais de Alexis Fabien Gay. Corbière, qui est le député de Montreuil, du coup qui était intéressé à la situation d'Ubisoft. Il y a aussi Hugo Bernalicis, qui ne pouvait pas être là, mais son collaborateur parlementaire est venu nous soutenir sur le piquet de grève, puisque c'est anciennement, avant la dissolution, il y avait un groupe de travail jeux vidéo à l'Assemblée nationale, dont il était un des vice-présidents. C'est vrai. Et voilà. Et on a aussi, je crois qu'on a le groupe parlementaire de la France Insoumise qui a fait un communiqué pour apporter son soutien aux grévistes. J'en oublie. Pardon pour les gens que j'oublie. En tout cas, vous avez reçu des soutiens quand même des politiques, parce que il y a encore quelques années, le secteur du jeu vidéo était un peu invisible dans l'univers politique, j'ai l'impression. Par exemple, cette commission du jeu vidéo, elle est assez récente, alors qu'on aurait pu imaginer, surtout en France, qu'elle existe depuis, je sais pas, 20 ans. Ouais, alors je dirais c'est plutôt les salariés du jeu vidéo qui sont invisibles, parce que concrètement, le secteur du jeu vidéo, on a nos organisations patronales, hein, c'est le CEL, donc c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, globalement c'est ceux qui ont l'argent. Tu as le SNJV qui sont les autres patrons qui n'ont pas l'argent, eux ils savent très bien défendre leurs intérêts. Hein. Globalement le SNJV c'est plus ou moins construit en contradiction, pour contrebalancer dans le rapport de force contre le CEL, pour se dire nous les studios qui faisons les jeux on n'a pas... voilà, et ils ont trouvé la solution patronale de se dire en tant que il nous faut des subventions. Voilà. Et ils ont chopé leurs subventions, hein. Donc ils sont très bien représentés. Hein. C'est pas... et on est gavé de subventions, je pense qu'on peut. Il y aura le petit crédit d'impôt jeux vidéo qui fait jusqu'à 6 millions d'euros de subventions pour chaque studio. C'est très important. J'ai vu qu'il y avait une note du rapporteur spécial, monsieur Denis Masseglia, donc l'ancien, c'est le député qui est ancien président du groupe de travail sur les jeux vidéo. Et j'avais cru voir qu'il suggérait de faire passer à maximum 10 millions ce crédit d'impôt, puisque ça permettait de garantir, il me semble me souvenir que les arguments c'est justement maintien de l'emploi et tout ça. Nous sommes très contents de l'apprendre parce que nous, on s'attend à voir tout le monde se faire dégager par des décisions absurdes de nos patrons qui gagnent l'argent magique. Et qu'en plus, vous avez peut-être suivi que ces derniers jours, juste après le piquet de grève et cette vidéo, on a appris qu'il y avait un plan de licenciement en cours chez Dontnod. Ouais. J'avais prévu qu'on en parle aussi un peu à la fin parce que c'était hier. Moi, je l'ai vu ce matin, mais c'était hier. Ouais. Et vous avez évoqué plein de sujets dont j'ai envie qu'on explore. Non, mais je pense qu'on reviendra tout à l'heure
d'ailleurs sur le syndicalisme dans le jeu vidéo, parce que je pense que c'est un truc important. Tu disais, c'est un milieu assez jeune. On parlera de Dontnod. Je vois dans le chat, Massiglia égale macroniste. Oui, oui, complètement. Effectivement, le PSF a soutenu. Oui, Vincent l'a dit que Fabien Gay vous a reçu ce matin, tu disais. On continue. C'était le matin. Le matin, le mardi matin. Du mardi, ouais. Voilà, on continue parce que pour l'instant on a vu vos deux têtes, mais c'est bien qu'on voit d'autres gens. Je pense que ce serait effectivement une raison pour faire de l'émulsion, de la cohésion entre les équipes, de faire revenir les salariés. Or, on est quand même une multinationale, on travaille rarement uniquement sur un seul studio de production. Les gens de Paris travaillent notamment avec des gens de Newcastle, de Bucarest, de Belgrade, d'autres studios en fait. Donc on a déjà des gens qui sont physiquement pas à côté de nous. La cohésion, on a appris en fait à travailler à distance. On a appris à discuter. On force personne à aller en télétravail. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens ils aient le choix de s'ils se sentent mieux à travailler chez eux, qu'ils puissent travailler chez eux. On ne veut pas forcer des gens qui ont besoin du contact avec d'autres collègues de partir en 100% télétravail. C'est absolument pas le but. C'est ne pas reconnaître la grande attente que les salariés ont envers leur entreprise. Cette industrie qu'on nous dit si riche, si puissante, Le camarade si Marx. omniprésente. Ouais, c'est incroyable ce nom pour un syndicaliste, Bah ouais. c'est parfait. Je vois dans Et le du chat- coup, pour Vas-y, ceux vas-y. qui ne le savent pas, du coup, il a eu l'occasion de se faire acclamer à la fête de l'UMA, étant donné que du coup, on lui a demandé c'est ton vrai nom, oui. Et donc, standing ovation, un grand moment de rigolade. C'était très bien. Je vois dans le chat quelqu'un qui demande est-ce qu'Ubisoft France qui devrait au Canada et ailleurs, donc vous le disiez, on le disait il y a 1000 ans, le studio italien, et après vous pouvez pas parler pour les autres studios, mais on espère un mouvement international. Déjà, vous le disiez, c'est le premier mouvement international du jeu vidéo. Oui, alors, et un des trucs qui est particulier lorsqu'il y a des questions qui peuvent se poser comme ça en termes de grève à l'international, ce qui est compliqué, c'est que le droit du travail et le droit de grève n'est pas foutu pareil en fonction des pays et des législations. Donc en fait, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des gens qui ont droit de grève une fois tous les 3 ans quand il y a négociation des conventions collectives. C'est le cas dans certains pays du nord de l'Europe. Et donc dans ces cas-là, si tu veux faire un mouvement de grève en même temps que les copains dans d'autres pays, c'est très compliqué, quoi. Donc voilà. Après, l'Italie a quand même une histoire de mouvements sociaux qui sont. Hey. Ils n'ont pas à rougir, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et encore une fois, ils n'ont pas à rougir. Voilà. Bravo. Etc. C'est moi en fait. L'industrie elle n'existe pas sans nous. Quand on problématise ça, on arrive à se dire. Est-ce que vous avez ramené ces stickers? J'ai très envie d'en avoir. J'ai vu des copains en avoir. J'étais Je suis extrêmement désolé, jaloux. j'en ai pas ramené, mais on t'en fera parvenir. Ils sont très très bien, que des références Warcraft. À un jeux moment, vidéo. la répartition des gains, elle est pas ok, et la façon dont on me traite, elle est pas ok. Et ça, c'est important. Et je trouve que là, en fait, c'est aussi ça, cette prise de conscience pour beaucoup de gens, c'est de dire, bah non, en fait, maintenant, on va arrêter de nous traiter comme des poids. Parce que c'est pas ça, on n'est pas des points, on est la richesse de cette entreprise. Comparaison, vous aviez enregistré cette année-là un résultat positif de 158. On essaie d'industrialiser les processus de création du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous, on va s'organiser comme des ouvriers en syndicat. On va s'organiser avec des revendications. Donc pour moi, les sociétés qui ont imposé ce retour au présentiel ne font pas confiance à leurs salariés. Et de mon point de vue syndical, c'est d'une gravité extrême, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux travailleurs et aux travailleuses qui sont les premiers qui sont face finalement au marché, qui sont les premiers soldats de ce marché finalement. Et ce n'est pas le top management qui a des idées de génie, c'est les travailleurs et les travailleuses qui viennent avec ces idées. Voilà pour ce petit reportage de Franck Cartelet qui est JRI à l'Humanité. Est-ce que vous l'aviez vu avant ou pas? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des paroles de vos camarades? Est-ce qu'ils ont bien représenté le mouvement? Bah ouais. Ouais, hein. Bah oui. Très Et bien. il y en a encore plein d'autres Oui, qui étaient très basés. Non, mais c'est ça qui est cool aussi sur un piquet de grève, quand tu vois tous les retours que tu peux avoir dans la presse avec plein de gens différents qui vont donner point de vue. C'est à chaque fois, en fait, tu vas avoir un point de vue sur un angle, des angles qui vont être divers, des manières de formuler qui vont être différentes. Et très souvent, du coup, ça donne tout un tas de manières de voir la problématique et souvent pertinentes. Donc là, on a vu le camarade Marx, on a vu Shakib, le binôme de Marc, et puis on a vu Sarah également, ma binôme. Voilà. Donc c'est
Je vois beaucoup de messages de soutien dans le chat. Force aux salariés d'Ubisoft, on est avec vous. Son discours sur les attaques contre les employés d'Ubisoft sur les questions de diversité était génial. On ressent quand même un soutien assez fort. Alors bon, moi je suis un peu dans cet univers-là aussi, donc ça m'intéresse. Mais j'ai vu beaucoup sur les réseaux, plein de gens qui vous apportent du soutien, alors que peut-être des gens qui sont éloignés. C'est un univers des fois qui peut paraître un peu obscur, on comprend pas très bien. Est-ce que vous avez aussi ressenti ce soutien populaire? Bon, je mets des guillemets, mais... Ouais. Alors moi j'avoue, d'abord je le reçois un peu en interne, c'est-à-dire que quand tu dis à un de tes collègues, non, mais tu sais, moi je suis syndiqué, enfin je suis même syndicaliste, etc. Alors, il y a plein de boîtes où t'as les types qui vont faire ah ouais, mais tu fais ça pour la protection, etc. Moi j'ai jamais ressenti quoi que ce soit comme ça chez Ubisoft. C'est ah ouais, bah c'est cool, voilà, c'est cool. Et tu fais, bon, ok, bah c'est cool pour moi aussi en fait. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil à l'extérieur. Est-ce que le jeu vidéo est un milieu de gauchistes en fait? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, c'est un milieu de gauchistes qui s'ignore, c'est pas pareil. C'est un milieu. Non, mais c'est vrai, bah, justement, en fait, c'était un des trucs que je disais dans la prise de parole sur le piquet. C'est. Pour moi, en fait, je le disais là d'une manière caricaturale, mais il y a un truc où on a un petit peu raté le train de l'histoire, ou plutôt il y a eu une parenthèse durant laquelle il y a eu un vide au niveau défense des droits, au niveau problématisation de nos conditions de travail. Et l'air de rien, ça fait pas longtemps que ce vide est en train d'être rempli, mais tout s'organise à vitesse accélérée. On est en train de speedrun l'histoire en quelque sorte, plutôt de rattraper un retard qu'on pouvait avoir. Mais, je sais pas l'impression que tu peux avoir toi, Marc, de ton point de vue, mais moi, vraiment, en fait, je suis assez impressionné par la vitesse à laquelle on passe de rien à des organisations qui commencent à avoir vraiment de la gueule, en fait. Ouais. Du coup, je peux faire un peu le lien avec le reste de l'informatique. Alors, de mes souvenirs, le Syntec, il y a quelques années, donc le Syntec, c'est le syndicat patronal du jeu vidéo, il disait, bon, voilà, il y a genre 2% des salariés Non, j'ai dit du jeu vidéo, de l'informatique. Oui. Syntec, c'est le syndicat de l'informatique. Il dit, voilà, il y a 2% des gens qui travaillent dans l'informatique qui sont syndiqués. Je crois pas beaucoup m'avancer en disant qu'on a éclaté ces chiffres, voilà, dans le jeu vidéo. Et même là, ce mouvement-là, si on prend dans tout le secteur de l'informatique, je suis pas sûr qu'il y ait un truc similaire comme ça sur 3 jours, sur des conditions de travail, etc. Et tu peux avoir un point de vue qui est celui de la construction sociale, en fait. Le métier qu'on fait, c'est un métier créatif, c'est un métier où en fait, tu vas te construire d'une certaine façon. On sait que les opinions et les pratiques sociales sont déterminées aussi en fonction de la situation qu'on va avoir. Ça ne m'étonne pas tant que ça, en fait, que justement les gens dans le jeu vidéo soient déterminés à un moment donné à s'organiser pour lutter pour leurs conditions de travail. Ouais. Ça paraît cohérent. En fait. Ouais, alors après, peut-être que d'un point de vue plus matériel, tu as aussi le truc que en fait, dans le reste de l'informatique, quand tu travailles dans une banque ou une SS2I, en général, tu es quand même plutôt pas mal payé. Là où dans le jeu vidéo, c'est pas complètement vrai, quoi. Enfin, c'est pas un programmeur qui quitte le jeu vidéo pour aller dans une SS2I, je crois qu'il multiplie son salaire par 1,5 ou 2, quoi. Enfin, du coup, il a pour reprendre le slogan, quoi, il a des raisons d'être en colère, quoi. Et on peut même ajouter encore un autre élément, c'est que si tu bosses pour une banque, si tu bosses pour un truc dont tu n'as rien à secouer, globalement, c'est pas la même chose que quand tu t'es cassé le cul à aller travailler dans le jeu vidéo. Tu mets un petit peu de toi-même, en fait, dans ce que tu fais. Encore une fois, il y a un truc où de mauvaises conditions de travail amènent aussi énormément de frustration et de colère. Quand même tu serais bien payé, il y a le côté quand le jeu il sort et que les gens ils sont pas contents, mais qu'en fait nous on n'a pas pu correctement taffer pour que le truc soit bien foutu à la fin. Il y a un machin où c'est plus énervant que si tu as fait un logiciel de gestion et qu'il y a un bug et que voilà quoi. Oui, c'est sûr normalement on est censé dire des trucs, mais là-dessus je pense on peut rebondir aussi sur il y a combien de jeux dans ta vie où tu te dis putain, c'est sorti, c'était cool. Je suis content de ce qui est sorti et ça colle avec mes valeurs, enfin tu vois. Moi, je crois que j'ai sorti un truc genre 30 jeux, il doit y en avoir 2 ou 3, enfin, tu vois. Ah ouais? Lesquels alors? On veut les noms. Ah non, je les cite. C'est pas possible. Moi aussi, je les garderai pour moi, mais en fait, il y a toujours ce moment, effectivement, au milieu d'un
d'un océan de merde, il y a toujours ce moment-là où tu as le petit truc dont tu es un peu content. Ouais, et ça peut être pour plein de. Enfin, moi, je me souviens, le premier jeu que j'ai sorti, je me suis dit, mais. Enfin, putain, je souhaite qu'il rate, quoi, parce que j'en ai tellement chié, mais qu'il crève, quoi. Voilà. Ça me fait penser à deux choses que vous êtes en train de dire. D'abord, tu disais, c'est un peu de notre vie qu'on met aussi dans le jeu vidéo. Comment dire, le jeu vidéo, ça fait un peu partie de ses métiers passion. J'ai l'impression qu'on est prêt à sacrifier beaucoup. Parce que, donc, tu disais, c'est compliqué d'intégrer ce milieu-là. Tu sais, c'est difficile, c'est un milieu très bouché. Une fois qu'on y est, bah, on a envie d'y rester. Est-ce que il n'y a pas un peu ce truc de métier passion, en fait, tu es prêt à sacrifier? Est-ce que c'est aussi ça qui a fait que il y a une parenthèse, tu disais, il y a une parenthèse dans l'histoire où on a mis du temps à s'organiser, à se syndiquer ensemble. Et est-ce que ça touche aussi ce truc métier passion? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que il y a un truc où, en fait, au départ, justement, ça a été le prétexte à ne pas se défendre. Sauf que moi, il me semble que justement, l'industrie du jeu vidéo, elle s'est structurée sans défense organisée des salariés, et qu'elle a pris ses aises, elle a pris ses habitudes, et c'est arrivé à un point tel que la situation n'est plus acceptable vue de l'intérieur pour plein de raisons. Et en gros, moi, je me souviens, il y a vraiment eu un moment où j'avais cette discussion avec les gens qui allaient devenir mes camarades. Et en gros, c'était notre passion. S'ils en veulent pas pour gagner de l'argent, pour faire quelque chose de bien avec, ils vont se la prendre dans la gueule. Voilà. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, genre mais à la base, on n'était pas des relous, quoi. Enfin, on est venus, on était prêt à quand même donner beaucoup de notre personne, à pas être payé super cher au regard de nos qualifications. Et c'est jamais assez, en fait. Il faut toujours en donner plus, il faut toujours se faire marcher davantage sur les pieds, il faut toujours se faire traiter comme un môme. Et bon, à un moment donné, tu te dis, finalement, analyser un texte de loi, c'est un petit peu comme analyser un document de game design. C'est marrant, je m'étais jamais posé la question, mais en fait, je suis un peu câblé pour arriver à faire ce genre de boulot. Et puis voilà, tu te dis, vous voulez pas de la passion que je voulais vous concéder en échange du salaire, vous allez vous la prendre dans la gueule. Ouais. Alors, moi, j'ai une approche un peu... Parce que pour moi, en fait, non, ils veulent des gens passionnés parce que finalement, tu viens avec ta passion. En fait, ils sont là pour exploiter ta force de travail. Et si tu es passionné, ils exploitent ta passion aussi. Alors, c'est pas que tu es mieux payé. Hein, t'es pas... Voilà, ils en ont ça, rien à foutre. Mais par contre, tu finis vachement plus en burn-out, quoi. Et moi, clairement, en fait, sur tous les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes, les gens qui ont un peu rien à foutre de leur boulot, ils sont vachement moins souvent en burn-out, quoi. C'est fou, hein. Je vois dans le chat, il y a des gens qui demandent, donc là, vous êtes Solidaire et STJV, est-ce qu'il y a d'autres syndicats qui participent à l'intersyndicale, en tout cas à Paris, et qui sont présents à Ubisoft? Est-ce que peut-être vous pouvez en parler un peu? Oui, j'avais vu des drapeaux de la CGT dans le reportage, mais je sais pas s'ils venaient en soutien ou s'ils sont présents. Si. Ouais. Alors, moi, je peux faire Ubisoft Paris. Du coup, il y a la CFE-CGC qui a Ubisoft Paris aussi, enfin la FIESI, qui est en gros l'équivalent de Solidaire Informatique, mais dans la CFE-CGC. Et voilà, on est très contents. Et en gros, les autres personnes, parce que là, en fait, le piquet était devant le siège de Ubisoft International. Saint-Mandé, c'est ça? Saint-Mandé, à quelques rues de là, à Montreuil. C'est le studio Ubisoft Paris et Ubisoft Paris Mobile. Et en gros, donc, nous, on est à Ubisoft Paris. Et au siège, et c'est pour ça qu'ils étaient à nos côtés, il y a une section syndicale CGT et une section syndicale Printemps écologique. D'accord. Voilà. Nous demande Sud, non, Sud n'est pas présent à Ubisoft. Sud, c'est Solidaire. Ah bah oui, Solidaire, je suis bête. en voyant, je me disais, non, c'est bizarre. Oui, je vois dans le chat aussi que ça parle de crunch. Vous en parlez tout à l'heure, vous disiez, des fois, on n'est pas fier de sortir un jeu parce qu'en fait, on s'est épuisé et finalement, on n'est pas fier du résultat. Et est-ce que le crunch, donc peut-être pour rappeler ce que c'est le crunch, c'est des périodes intenses de travail avant une date. Alors ça peut être la sortie du jeu, mais ça peut aussi être la présentation de l'état d'avancement, j'imagine, au patron, etc. Est-ce que le crunch, ça a toujours rythmé un peu l'industrie du jeu vidéo? Est-ce que ça existe toujours? Oui, j'imagine. Est-ce qu'à Ubisoft, ça existe encore ou d'une autre manière? Moi, je peux commencer. Vas-y. Moi, en gros, ça fait 20 ans que je crois que j'en ai plus fait, donc voilà. Mais ouais, moi, le premier crunch que j'ai fait, donc en gros, j'ai travaillé 7 jours sur 7 et c'était du 10h, 10h, enfin 10h, 22h. Et voilà, on a mangé beaucoup de pizza, on a sorti un jeu. Je le déteste pas mal, quoi. Voilà, je l'associe pas à des bons souvenirs. Et après, j'imagine que ça se fait toujours. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pratiqué depuis un moment non plus. Maintenant, très souvent, en fait, voilà. Par contre, on a des collègues à qui ça arrive. Ouais. Ça, c'est évident. Mais que ce soit le crunch ou que ce soit d'autres manières, on va dire, de rattraper les dysfonctionnements, en fait, souvent, c'est pas
Le problème, c'est que souvent, c'était pas un impondérable. Souvent, en fait, on se retrouve à ramasser des trucs qui ont été remontés par les équipes, des trucs où on disait attention, on va se retrouver avec une galère, et où, à un moment, on fait ah bah tiens, il y avait une galère, mais c'est marrant, ça fait 15 fois qu'on le dit. Voilà. Et du coup, c'est là où tu as encore une fois un côté double peine. C'est que tu peux considérer que les heures supplémentaires, ça peut arriver des fois, machin. Mais là, en fait, c'est vraiment. Il y avait vraiment une époque où c'était pris en compte. C'était genre, c'est comme ça. Il y a même des endroits où c'était même pas payé, où on considérait que. Alors aujourd'hui, on essaye d'inculquer aux gens le concept de travail dissimulé. Petit à petit, légère application du code du travail. C'est pas mal. Mais ouais, non, en fait, il y a ce côté-là où très souvent, c'est vraiment des dysfonctionnements de la production, avant tout, et qui ont été intériorisés au fur et à mesure dans les méthodes de production comme tout à fait normaux. En fait, on fait n'importe quoi, et puis de toute manière, à la fin, on terminera sur les jantes en essayant de tout réparer au dernier moment. Et là-dessus, enfin, on peut prendre l'exemple. Il y a quand même un jeu, on a travaillé dessus tous les deux. Donc c'est Breakpoint. En gros, c'est quand même un jeu. La direction fait le choix pertinent, de se dire bon, voilà, en toute conscience, on va sortir ce jeu en 2 ans, 2 ans de production. Et en fait, normalement, un triple A un jeu de notre ampleur, en fait, on le sort pas en 2 ans. Enfin, on fait plutôt 3, 4, 5 ans, voilà. Et donc ils font ce choix-là. Alors, chez Ubi, la politique, c'est pas d'imposer les heures supplémentaires, parce que l'employeur peut le faire, mais chez nous, ils disent non, mais tu comprends, on veut pas te forcer, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même vraiment très bien pour la qualité du jeu. C'est vraiment, chaque heure compte, c'est vraiment important. Et là, tu te rends compte que, en fait, dans ton équipe, tu as un tiers de types qui sont en CDD et qui sont un peu en. Voilà, et en fait, il y a quand même une forme de pression, quoi. Ouais. On fait miroiter aux gens qui sont peut-être dans des emplois un peu précaires en leur disant ce serait quand même bien vu si tu bossais un peu plus. Ça pourrait faciliter ton embauche future. Ah, c'est pas dit comme ça. Parce oui, que évidemment. mais oui. Oui, c'est l'idée, ouais. Voilà. Et il y a toujours des gros jeux aujourd'hui qui sortent et qui, en fait, une fois qu'ils sont sortis, 6 mois, 1 an après, on apprend qu'ils ont été produits dans des conditions un peu terribles. J'ai plus les noms en tête. Il me semble que Elden Ring, il y a eu ça, non? Non, je dis n'importe quoi. Non. Bon, je sais plus exactement, mais bon, tu vois, tu prends CD Projekt est connu pour avoir des conditions de travail absolument dégueulasses. CD Projekt qui produit quoi, pardon? Ils ont fait Cyberpunk, je crois que Cyberpunk, The Witcher aussi. Ah mais oui, c'était ça. The Witcher. Ouais. Voilà, et c'est là où je sais qu'il y a plein de joueurs qui ont un peu ce rapport un peu de se dire putain, mais j'ai pris du plaisir sur un jeu et tu t'es là dev, tu fais ouais, moi non. Ouais. Moi zéro en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un peu terrible. Moi, j'ai plein de potes qui me disent mais c'est horrible parce que j'ai très envie de jouer au jeu, mais vu la manière dont il était produit, je peux pas cautionner ça, quoi. Est-ce que c'est une bonne manière, le boycott des jeux qui ont été mal produits Non, par contre, réclamer éventuellement ou s'intéresser éventuellement aux jeux qui sont bien produits. On avait eu l'occasion de faire une vidéo en partenariat avec un certain Bolchegeek, je crois que vous le connaissez. Ah mais oui, sur Hades. C'était ça, c'était sur Hades. Sur Hades, ouais, tout à fait. Vidéo sponsor par un syndicat, c'était un concept. Et en gros, justement, en fait, c'est un des trucs. Moi, je trouve vraiment la vidéo très cool parce que elle reprend une partie de notre grille de lecture en fait sur le fait que de bonnes conditions de travail, ça donne aussi des bons jeux. Plutôt que de passer des périodes dans lesquelles la prod s'enfonce dans une espèce de bureaucratie, machin, et puis d'un coup, faut foncer à 2000 à l'heure et crever tout le monde, en fait, avoir à un moment donné un truc qui est un petit peu équilibré dans le temps, c'est pas plus mal. Et du coup, le fait de se dire que t'as un continuum entre la qualité et les conditions de travail, ou en tout cas, t'as aucune contradiction qui existe entre les deux, c'est quelque chose qui est intéressant et qui n'est pas assez questionné. Ouais, et pour rebondir un peu sur le boycott, donc, en général, chaque personne fait ce qu'elle veut. Moi, je ne crois pas avoir vu de dev qui appelait au boycott de leur propre jeu. Enfin, je n'ai pas souvenir de ça. Non, mais ça pourrait arriver. Voilà. Et par contre, du coup, ça pose la question de, concrètement, qu'est-ce que je fais pour soutenir des devs qui... Et en fait, la réponse, c'est, en fait, syndiquez-vous. En fait, on fait tous partie de la même société qui est un peu pourrie et qui s'appelle le capitalisme. Et en fait, en luttant vous dans vos secteurs de travail, en fait, on s'aide tous. Voilà, c'est. Donc syndiquez-vous et lutte des classes, quoi. En fait. Et rejoignez les gens en piquet de grève, venez discuter avec vous là. Voilà, c'est aussi une manière de soutenir. Oui, tout à fait. Tu parlais un peu plus tôt, Vincent, de Dontnod. Donc a annoncé, je crois, 69%. Attendez, j'ai noté les chiffres quelque part. Licenciement de 69 personnes. Alors peut-être tu peux nous rappeler
ce qu'est Dontnod et nous parler peut-être un peu de la situation, si vous avez eu des échos, je sais pas, comme c'était hier, peut-être vous avez pas eu le Alors, temps c'est encore très récent, et puis surtout, je voudrais laisser la section Ouais, bien qui sûr. est, Ce sera peut-être l'occasion d'un qui est en prochain charge à stream avec eux. Dontnod. Je veux leur laisser toute la possibilité d'assurer leur communication, parce que c'est des sujets qui sont quand même sensibles. Globalement, Dontnod, c'est un studio d'assez grande importance de Paris. Qui a produit notamment Life is Strange. Qui a fait j'ai Life is noté. Strange, qui a fait tout un tas de jeux qui ont eu un certain succès. Bon, voilà. Je vais pas trop revenir dessus. Évidemment, un gros soutien à nos copains là-bas. On va se battre. Voilà, on va se battre parce que, encore une fois, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que tu as, a priori, 69 personnes qui vont devoir payer l'addition pour des dirigeants qui ont pris de mauvaises décisions. On appelle ces gens-là des responsables. Ce sont les responsables de Dontnod. C'est toujours les gens en question à qui on va jamais demander d'assumer la responsabilité en dernière instance. Ouais. Ils vont toujours prendre de mauvaises décisions, et là elles sont manifestement mauvaises, et ensuite se retourner vers leurs employés et faire ah, dommage. Ouais. Et là les employés se disent mais on l'a dit 14 fois en fait que ça allait dans le mur. Voilà. Donc pour moi en fait on est face à quelque chose qui se traduit différemment, mais qui est au fond le même problème structurel, quoi. Bah écoute, ce sera l'occasion. J'imagine que vous avez peut-être des contacts. Nous, on va essayer peut-être de discuter avec eux. Ce sera l'occasion. Je te les donne juste après. Super, incroyable. Je reviens parce qu'on est un peu allé vite sur. Tu parlais d'Hades et de Bolchegeek. Donc peut-être je le rappelle pour les gens qui regardent. Bolchegeek, c'est un chroniqueur pour l'humanité, mais qui fait des vidéos en fait depuis une dizaine d'années, qui fait pop culture et politique, on peut dire ça comme ça, et qui a fait une vidéo spéciale il y a maintenant 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Déjà bah, je crois que c'était vu. Hein. Peut-être. Il me semble que c'était avant qu'il chronique pour l'humanité et c'est la 3e année. Bref, il a fait une chronique spéciale sur Hades, donc Hades qui est un jeu de Supergiant, je me trompe pas, ça. Qui est sorti il y a longtemps maintenant. Le 2e épisode est en bêta là ou en alpha, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, il est en train d'être testé. Vous pouvez y jouer. Voilà. Et donc, qui a fait une vidéo sur le lien, comme tu disais, entre les conditions de travail, les conditions de production d'une œuvre, là en l'occurrence de Hades, d'un jeu vidéo, et ce que ça donnait, les messages, la vision que donnait le jeu ensuite, quoi. Donc voilà, c'est dispo sur sa chaîne YouTube à lui, c'est pas sur la chaîne YouTube de l'Humanité, mais allez quand même la voir parce qu'elle est quand même super intéressante. Il nous reste à peu près 5 minutes. Déjà. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, des trucs que vous aviez envie de dire, des questions que je vous ai pas posées ou pas, ou alors on a fait le tour. Peut-être, si vous n'avez pas d'idée, est-ce que c'est quoi la suite des événements? Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que les négociations continuent? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça fait beaucoup de questions finalement. Oui, de toute façon, on va rentrer dans les négociations sur l'accord télétravail, puisque pour changer les conditions comme ça, il faut qu'ils aient un accord avec les organisations syndicales. Voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis assez quand même, à titre, je l'aborde avec pas mal de confiance, parce que d'abord, c'est une décision qui est relativement absurde de leur part, et que, je pense qu'il faut qu'on compte le nombre de grévistes, mais je crois qu'on a le rapport de force. Voilà, donc ça va être compliqué à tenir de leur part. Ouais, tout à fait. Il y a un truc où... au sortir d'un mouvement social comme ça, tu as instauré un certain état du rapport de force. Maintenant, on verra. Parce que on n'est pas à une fois près où il y a une décision. Encore une fois, c'est jette un dé, décision, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais pour moi, j'ai déjà dit, rappeler à la grève, c'est possible. C'est possible. Voilà, c'est une possibilité. Après, moi, je pense qu'on est trop timide. Oui, mais on va pas oser. Voilà. C'est bien des débuts de négociations syndicales en live sur l'Humanité. Non, non, mais c'est très bien. Je voyais dans le chat, en fait, il y a des gens qui se sont fait, qui se sont fait supprimer des messages parce qu'ils mettaient des liens d'adhésion pour vos syndicats, mais en fait, c'est automatique. C'est parce qu'on n'a pas permis les URL. Donc, je crois qu'il y a Mathilde, la modératrice, qui est en train de les remettre. Voilà, le STJV. Si tu veux mettre solidaire aussi, Mathilde, tu peux. C'est très gentil. Voilà, donc n'hésitez pas, vous le disiez tout à l'heure, une des manières de soutenir les mouvements de grève et de soutenir globalement l'industrie du jeu vidéo et les mauvaises conditions de travail, c'est de se syndiquer, vous, dans vos boîtes, dans vos entreprises. Alors oui, effectivement, il y a ça pour aussi, d'une manière générale, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs,
En fait, quand il y a des caisses de grève qui sont organisées par des organisations syndicales, n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à abonder aussi, parce qu'il faut toujours soutenir les grévistes. Ensuite, oui, il y a ce côté-là. Si vous bossez dans le jeu vidéo, eh ben, c'est cool de rejoindre une organisation syndicale, déjà parce que vous la soutenez, et puis ensuite parce que vous en faites partie, et donc ça vous permet aussi de contribuer aux prises de décision. Encore une fois, vrai dans le jeu vidéo, vrai ailleurs, Oui. Défendez-vous. Défendez-vous. C'est Voilà. très beau comme mot de la fin. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Marc? Oui, défendez-vous collectivement. Collectivement. Voilà. Exactement. Oui, on parlait Ça pas, marche mieux. on parlait pas de vous procurer des flingues et tout ça, hein, s'il vous plaît. Enfin, défendez-vous, sinon c'est une solution de droite. Ouais. Merde. Je pense que personne n'avait compris qu'il fallait prendre des flingues, mais c'est bien de le préciser. Merci beaucoup à tous les deux. Donc je rappelle Marc Ruchelet, solidaire informatique, Vincent Cambé-Douzou, du STJV, syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en live sur la chaîne Twitch de l'Humanité. On le rappelle, vous étiez en grève pendant 3 jours, vous êtes des salariés d'Ubisoft. Voilà, on a abordé plein de choses, je pense que c'est intéressant. J'ai vu beaucoup de messages de soutien dans le chat. Donc merci beaucoup pour Merci votre au chat. soutien, merci à votre soutien à l'Humanité, merci de votre soutien aux salariés en grève d'Ubisoft. Je vois un raid de Monsieur Paf, merci beaucoup Monsieur Paf. C'est extrêmement dommage parce qu'on va bientôt finir ce stream. Mais n'hésitez pas les raideurs et les raideuses à suivre l'Humanité pour être toujours au courant de tout ce qu'on fait. Avant de nous quitter, je vous rappelle, si vous voulez soutenir l'Humanité, vous pouvez vous abonner. 5 €, 5 mois, offre exceptionnelle uniquement pour vous, le chat, pour les gens qui regardent le live. Vous pouvez aussi faire des dons avec la commande .! don dans le chat, et vous pouvez aussi souscrire, donner des sous directement pour que l'Humanité puisse aborder l'année 2025 sereinement. Voilà, cette petite phase publicitaire, donnez-nous de l'argent terminée. Je vous remercie encore une fois. Alors, j'ai en tête, si, on se retrouve mercredi en stream. Ce sera Emilio Mellet qui fera une revue de presse mercredi matin, je pense vers 10h. J'ai plus l'horaire en tête, mais oui, Raph. On va arrêter Turbo Joule. On va arrêter Turbo Joule, et très très bien. Tu n'as pas suivi les messages que je t'ai envoyés? Non, j'ai pas suivi. Je suis un petit peu occupé en fait, Raphaël. Si vous avez, avant que vous soyez KO, vous pouvez rester un 5 minutes, il y a beaucoup de monde. Vous avez envie de... Et Raph nous dit qu'on peut encore rester 5 minutes si on a envie. Est-ce que vous avez encore... Si les gars ont envie de rester aussi, si vous avez d'autres trucs à dire, comme en fait il y a plein de gens qui ont raid là, je pense, pour voir Ouais. ce que vous allez dire. Moi j'ai peut-être une idée, c'est que Vincent, tu parlais du mouvement de 2023, du janvier au février 2023, à Ubisoft. Ah Il non, semble- c'était début d'année 2024 du coup. 14 février de cette année. Mais il y en a eu Et une. il y en a eu un autre l'année Voilà. d'avant et effectivement où c'était le toute première grève. Voilà, et ça en fait c'est ça. Voilà. La première grève. On y était, l'Humanité y était. Ah aussi. Bah oui, D'accord. donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas... Non, c'était en début d'année, le Ah bon, 14 février, j'ai rien à Saint-Valentin. Ouais, en fait, il y a eu un mouvement de grève l'année d'avant, mais qui était encore plus, je pense symboliquement, qui était encore plus beau, parce que c'est genre le grand chef, hein, le grand Manitou, Yves Guillemot, donc PDG du groupe, qui envoie un mail en disant ouais bon c'est vrai les temps sont un peu compliqués, mais vous savez quoi, genre, on a tout donné, la balle est dans votre camp pour nous amener vers de nouvelles victoires. Un truc Nickel. comme ça. Et Ça là, nous a pas énervé. là, on voit le mail passer et tout de suite t'as l'équipe alors chez nous c'était Just Dance qui nous contacte en mode mec, on sort de notre prod, on est exsangue, mais qu'est-ce qu'il nous dit quoi? C'est quoi ce c'est quoi ce et bon bah, voilà, donc la réponse a été et en fait en tant que syndicaliste c'est vraiment le truc où tu fais attends bon, quelle revendication on cale sur le fait que notre patron se fout ouvertement de notre gueule? Et bah écoutez, je propose qu'on regarde le reportage, je crois qu'il Vas-y, dure pas ouais. très longtemps. Comme ça 5 minutes quand même. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Et puis, il me semble que dans ce reportage, je l'ai regardé hier, il parle aussi un petit peu du syndicalisme dans le jeu vidéo, justement. Donc peut-être que ça viendra en réponse à ce que vous nous avez dit juste avant. Monde ouvrier, qu'on n'est pas si loin finalement des mêmes revendications que le monde ouvrier. Nos méthodes ouvrières entre guillemets ont changé, l'usine a changé et la façon de distribuer les produits ont changé. Ce sera devant le Floresco, on va pas rentrer dedans, on va pas quand même. Ça veut dire ça fera une manif jusqu'au Floresco. Ok. Est-ce que on le fait maintenant ou on discute un peu de... C'est un peu tout le jeu vidéo qu'on observe comme ça, c'est que c'est une industrie qui est née dans un néolibéralisme extrême et qui en a été formée, déformée même peut-être. Et donc pour beaucoup de gens, il y avait la notion que de toute façon finalement il n'y a plus à rechercher de choses collectives, c'était de l'individualisme. Pas forcément méchant, hein, pas forcément en écrasant les autres, mais en se disant juste mon problème c'est mon problème.
Et donc là, on a un peu cette inversion qui est des gens qui se disent mais en fait, ça marche pas, c'est une voie de garage cet individualisme. Et le seul pouvoir qu'on a, c'est finalement des choses à l'ancienne, à savoir, ok, dans cette industrie, dans cette entreprise, ceux qui créent la valeur, c'est nous. Si on arrête de travailler, il n'y a plus de jeu. Point. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de robots qui font les jeux à notre place. Et donc c'est aussi une façon de remettre ce point-là au goût du jour, qui est de dire, en fait, à un moment, si vous voulez qu'on continue à travailler, va falloir partager, quoi. Camarades! On est dans une situation où chaque personne compte, quels que soient les services. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade ou une personne qui part en vacances, c'est du travail qui se répercute automatiquement sur d'autres personnes et qui la place en surcharge. Ça induit plein de problèmes. Ça induit à la fois des problèmes pour la surcharge des gens, mais ça induit aussi de la culpabilité pour les gens. Il y a des gens qui viennent, qui sont malades et qui viennent quand même parce qu'en fait, ils ne veulent pas laisser tomber leur équipe. Il y a des managers qui se surchargent de travail pour, j'allais dire tanker, parce que c'est un mot du jeu vidéo, mais pour protéger leur équipe. Et donc tout ça a fait que l'année dernière et l'année précédente, il y a des risques psychosociaux qui sont apparus. En plus qu'il n'y ait pas de reconnaissance salariale, fait que les gens sont encore plus enclins à accepter de faire grève. Alors ça c'est la manif sauvage complète. Hein. Là, en fait, vous alliez, de ce que je disais tout à l'heure, vous alliez du studio au siège. Paris, au siège donc, de Montreuil, donc il y a quelques rues. Oui, c'est 5-10 minutes à pied. Quoi. Et en fait, pour l'anecdote, donc on est obligé de traverser des carrefours et tout, enfin voilà, et t'as les voitures te klaxonnent en mode putain, c'est trop bien les gars, allez-y. Ah. Après, c'est Montreuil aussi. Hein, oui, c'est vrai. Il y a déjà des gens un peu acquis à la cause. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était encore le cas. L'autre jour, au piquet de grève, il y avait les gens qui acclamaient tout le monde, ou les klaxons des bagnoles qui passaient à côté. Ça fait plaisir. Les gens qui habitent Montreuil connaissent Ubisoft, ça fait partie un peu de l'environnement de Montreuil ou... Je sais pas s'ils connaissent Ubisoft, mais ils savent ce que c'est un syndicat. Ouais. Et ils savent ce que c'est que le jeu vidéo, donc finalement... Voilà. Le jeu vidéo, comme on la connaît aujourd'hui, c'est à moins de 40 ans. Dans le monde entier, de manière... Si tu nous regardes, non, c'est un collègue, donc je dis coucou. En général, et que du coup, cet aspect passion dont on parlait tout à l'heure est quelque chose qui se vit encore aujourd'hui. C'est que et qu'on a eu beaucoup de temps à s'unir les uns les autres pour se battre pour nos droits aux uns et aux autres, en fait. Et donc, du coup, je pense que ce manque de maturité et ce manque de revendication salariale, en fait, c'est quelque chose qui est latent et qui est très vieux et qui commence juste à se réveiller. Je pense que ces problématiques, elles sont de plus en plus présentes. Et on a la chance en France d'avoir un droit du travail qui n'est pas toujours bien respecté et qu'on est en train de casser complètement en ce moment. Mais au moins, il est encore là, profitons-en encore, parce que je sais très bien que nos camarades, je ne sais pas si vous savez, mais dans le reste du monde, ça a été une année noire pour les licenciements dans le jeu vidéo. C'est la pire année qui a jamais existé dans le jeu vidéo. Peut-être là, je voyais acquiescer, peut-être nous préciser un peu ce qu'il est en train de dire. En gros, dans plein d'endroits dans le monde, t'as pas les protections, t'as pas le peu de droits dont on peut encore jouer en France, et tu peux foutre tout le monde à la lourde pour un oui, pour un non. Concrètement, là, en ce moment, dans le jeu vidéo c'est goinfré de pognon pendant le confinement. Les gens étaient enfermés chez eux, ils avaient pas grand-chose d'autre à faire que de profiter des loisirs de ce genre-là, et donc plein de gens qui ne jouaient pas se sont mis à jouer aux jeux vidéo. Ça a fait des revenus records. Nos patrons n'ont qu'un seul boulot, c'est faire quelque chose de ces revenus, bref, mais ils sont pas foutus de faire ça. Et en gros, à la suite de tout ça, en fait, du point de vue de nos patrons, c'est terrible, ça se casse la gueule. En gros, ils gagnent juste moins de thunes qu'avant. Et réflexe immédiat, bien sûr, on fout tout le monde à la lourde, quoi. Ouais, voilà. Je peux rebondir avec un peu. Je passe après rebondir comme ça. En faisant le mec de droite, je peux parler business, mais en gros, effectivement, confinement, tu as une masse d'investissement, et ça, je crois que c'est 2021, tu vois, genre, tu as une holding, c'est Embracer, il va racheter genre 12-15 studios, un truc comme ça. Enfin, tu as un énorme investissement dans le jeu vidéo, mais en fait, tu as un moment où le marché, il est pas non plus extensible, quoi. En fait, il y a que 24 heures dans une journée, donc tu as tes joueurs, tu peux pas acheter plus de jeux que ce que tu peux jouer. Enfin, si, mais il y a quand même une limite. Et du coup, clairement, en fait, tous les investissements sont pas rentables. Et donc là, on a un peu le mouvement de balancier inverse, de se dire, ah mince,
Mais alors, quand je mets 1 euro, il n'y a pas forcément plus qui revient. Et Mm. tu fais, bah non, en fait, il faut réfléchir, monsieur. Je vois dans le chat Cyprien qui dit estimation de 13 000 licenciements dans le jeu vidéo dans le monde en 2024. Oui, c'est Ouais. ça, c'est un truc Putain, comme ça. c'est énorme. Les derniers gros, il me semble que c'est Riot il y a pas longtemps qui a fait un gros mouvement de licenciement. J'ai plus les chiffres en tête, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais il me semble avoir vu ça. Alors, moi, j'ai pas souvenir de ça, mais c'est Ah possible. oui. Pareil. Vous vérifierez vous-même. On continue. Nous, c'est pas notre cas encore, donc il faut qu'on se batte maintenant et on se bat pas que pour nous. Je pense qu'il vous avez raison, c'est un combat qui est global, quoi. En voyant tous les licenciements, les plans sociaux qui se passent à droite et à gauche, chez Microsoft, qu'il y a eu chez Google, il y en a eu plein. Je pense le monde des cadres et du jeu vidéo, surtout qu'il y a ce deux mondes, artistes et cadres, il s'est mobilisé et il commence à comprendre en fait les enjeux qu'il a à se mobiliser, à avoir une représentation, à avoir des négociations et à passer en fait à un rapport de force avec le patronat, qui eux ont toujours été organisés, finalement les représentations patronales ont toujours été organisées. Nous on y croyait moins parce qu'on se disait non, on fait confiance au patron, on a fait des études pour ci, pour ça. Aujourd'hui on se rend compte qu'on fait partie du monde ouvrier et qu'on n'est pas si loin finalement des mêmes revendications que le monde ouvrier. Nos méthodes ouvrières entre guillemets ont changé, l'usine a changé et la façon de distribuer les produits ont changé. On aimerait être reconnu pour justement le travail qu'on apporte et la valeur qu'on apporte dans l'industrie du jeu vidéo, pas que dans l'entreprise Ubisoft finalement. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? C'est pas possible. Effectivement, on a des collègues qui soit subissent T'as troqué le béret pour la casquette aussi. Ouais, tout à fait. Mais par contre, là, enfin, je veux dire, il y a moyen d'aller chez le coiffeur. Je parle pas de ça. Je parle Non, oui, bien sûr. Mais vraiment. C'était pas mal la révolution entre l'époque et maintenant au niveau des cheveux. Là, voilà. Effectivement, on a des collègues qui soit subissent du management toxique, soit ça va être des deadlines qui sont irréalisables. Ça va être aussi des gens, par exemple, on voyait là sur le projet de Just Dance, des gens qui ont été ce qu'on appelle déstaffés. Donc c'est des gens qui sont entre guillemets mis au placard en attendant de leur trouver un autre poste sur un autre projet. On va avoir aussi les équipes qui sont un petit peu poussées à finir à une certaine date parce que les dates ne sont pas forcément hyper flexibles. Donc ça va quand même mettre une pression sur les équipes, ça va entrer aussi en compte avec ce que je disais tout à l'heure, les risques psychosociaux. Il y a des gens parfois qui finissent en burn-out, qui sont trop poussés à bout et qui partent en dépression ou pire. Vas-y. Là-dessus, enfin, tu vois, si on peut, enfin, tu vois, sur les conditions de travail pures et dures. Donc, en gros, chez nous, tu vois, les projets, t'as genre un budget. Et du coup, le producteur, il dit non, mais je peux pas accueillir plus de monde, sinon ça dépasse le budget. Donc, si tu as plus de charges de travail, de toute façon, c'est capé. Et donc, à côté de ça, tu as des gens, effectivement, ils ont plus de mission. Et donc, ils sont en attente, mais ils peuvent pas être affectés parce qu'il y a le budget, tu comprends. Et donc, tu te retrouves avec des équipes d'un côté qui crunchent comme des fous, parce que, il faut sortir le jeu. Et à côté, tu as des types, en fait, ils se sentent mal parce que, eux, ils foutent rien. On leur file pas de mission. Et quand on dit on file pas de mission, nous, en fait, cette année, on a découvert, genre, il y avait un élu, le dernier jeu qu'il avait sorti, c'était Watch Dogs 3, donc ça fait 2020. Et tu fais, attends, depuis 2020, t'as pas Voilà, donc ça c'est techniquement c'est du harcèlement moral, c'est parce que l'entreprise est obligée de fournir du travail à ses employés. Et on est vraiment c'est pure condition de travail quoi, et de l'organisation de travail quoi. Une précision en plus là-dessus, là où c'est hallucinant, c'est que du même point de vue capitalistique du truc, c'est aberrant. Ils payent des gens à tomber en dépression. Donc en gros, c'est très grave parce qu'un employeur n'est pas censé foutre des gens en dépression et ils payent les salaires. Genre, mais non, parce que comme ils sont dans leur logique de budget par projet et tout, faudrait surtout pas leur donner du travail. Ouais. On risquerait d'avoir plus de monde pour pouvoir bosser, avec plus de paires de bras pour bosser, quoi. Et là, tu fais, donc c'est un système qui est aberrant, à qui je parle, et alors là, et tu retrouves chez Ubisoft et tu fais personne n'est responsable. Voilà. Donc c'est ce que la déléguée appelait le déstaffé, c'est ça, une mise au placard. Exactement. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent encore toujours et c'est une manière d'organiser le travail. Et on a retrouvé des papiers de Kotaku, ça existait déjà il y a 10 ans, enfin tu vois, c'est voilà. Et or, dans le monde de l'informatique, souvent c'est l'intercontrat dans les SS2I, tu vois. C'est ça. Voilà. Et ils ont repris la même logique qui était déjà pourrie dans les SS2I, ils l'ont appliquée. C'est toujours aussi pourri. Voilà, c'était la fin de ça. Voilà, petit souvenir. Donc c'était en début d'année, c'est ça, janvier, février. 14 février. Ouais. Très bien. Bon, écoutez les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que voilà, on a bien exploré le terrain. Ça fait 1h15 qu'on discute de tout ça.
Donc je vais refaire ma petite intro. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à mes questions, d'être venus un peu parler de votre lutte. Ça continue, on vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter, de gagner évidemment, mais tout ça. Le chat, je disais, on se retrouve mercredi matin avec une revue de presse de Emilio Mellet, journaliste politique de l'Humanité. Je crois que ce sera vers 10h à peu près. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitch évidemment, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram et même Facebook, on est encore dessus. Et puis voilà, pour rester un petit peu connecté à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, n'hésitez pas à faire des dons, à vous abonner, à faire des souscriptions, tout ça. N'hésitez pas à vous syndiquer, que ce soit à STJV, à Solidaire et à tous les syndicats non patronaux en tout cas de vos entreprises. Merci encore d'avoir été si nombreux et si nombreuses. Merci à tous les raiders, raideuses, hosts politiques en début de stream, après Louise Billan et après Monsieur Paf. Donc merci à LE et puis merci à tous les gens qui sont restés et j'espère que ça vous a plu. Je pense que oui, vu tous les messages que j'ai vus de soutien dans le chat, je pense que ça a fait plaisir à tout le monde de vous écouter expliquer votre lutte. Donc on se retrouve mercredi. Merci à tout le monde et bon week-end. Ciao. Bon week-end, merci le chat. Salut.